Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire dédié aujourd'hui au simulateur bois et biosourcé. Donc, je souhaite un bienvenue à nos intervenants du jour. Donc, tout d'abord, Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB, qui va nous présenter rapidement notre structure. Ensuite, Jean-Marc Pauget, expert construction bois au sein du CNDB. Et puis, Marine Fouquet, donc directrice technique chez Viscab. Voilà, pour reprendre un petit peu ce que je disais à l'instant, donc on va vous présenter rapidement le CNDB. On aura une quarantaine de minutes sur la présentation de l'outil, du contexte de la création de cet outil. Et puis, un temps d'échange de 15 minutes environ. On va voir le nombre de réponses qu'on a. On va essayer de traiter au maximum de questions. Si jamais il y en a certaines qui ne seront pas résolues, on va essayer de tout compiler de notre côté et puis de revenir vers vous dans un prochain mail pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Voilà, donc du coup, je laisse la parole à Sarah Laroussi qui va pouvoir vous dire quelques mots du coup sur le CNDB. Merci Amandine. Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis et honorés de vous accueillir. Vous êtes nombreux, quasi 500 inscrits à ce webinaire sur le bois et le biosourcé. Une thématique on ne peut plus importante face à la réglementation 2020 qui sera du coup mise en place sur la seconde partie de l'année 2021. En raison du contexte actuel. Donc le CNDB, quelques mots pour nous présenter. Nous sommes une association loi 1901 créée il y a 30 ans. On a pour but en fait de promouvoir l'utilisation du bois dans la construction, la rénovation, l'aménagement. On remercie le Codifab pour son soutien du coup sur ce webinaire. On accompagne l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois à communiquer et également à réaliser un certain nombre d'ouvrages techniques. D'où la présence de Jean-Marc Pauget, notre expert construction bois, qui vous présentera du coup l'outil dans quelques minutes. Et puis, comme je vous le disais, accompagner les acteurs de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage à concevoir et à construire en bois. Et ça se fait entre autres via ce type de webinaire ou des petits déjeuners, des conférences, des événements qu'on organise tout au long de l'année. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Je vais vous en reparler dans 30 secondes. Donc, 3 domaines de compétences au CNDB. En fait, la formation. Donc, nous sommes organismes de formation et nous dispensons une centaine de formations par an. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du coup de nous si vous souhaitez en savoir un petit peu plus là-dessus. L'information, donc par le centre de ressources, donc la newsletter, mais également les réseaux sociaux et notre site internet qui sera un petit peu modernisé dans quelques mois. Mais sur les réseaux sociaux, on les anime. Amandine fait ça très très bien. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Twitter. J'en ai peut-être oublié Amandine. Et YouTube. Bon, c'est parfait. Et puis le dernier post, c'est la promotion et la communication. Et celle-ci ne passe que par, et je le répète une fois de plus, par l'expertise technique. On se doit aujourd'hui de transmettre des messages cohérents et techniquement, je dirais, pertinents. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on accompagne du coup pas mal d'organisations professionnelles dans leur campagne de communication, mais aussi des acteurs de la construction, toujours via les OP, les organisations professionnelles. Donc voilà, ça fait beaucoup d'infos, mais n'hésitez pas à consulter directement notre site internet où il y aura des exemples un peu plus peut-être facilement compréhensibles sur ces 3 pôles de compétences. Donc, le contact permanent, comme je vous le disais, c'est la newsletter du CNDB, gratuite. Il suffit de vous inscrire sur cndb.org. C'est une newsletter mensuelle, donc vous la recevez en début de mois, entre le 1er et le 10 à peu près de chaque mois. Les réseaux sociaux, ça c'est pour toute l'actualité du CNDB, mais surtout des organisations professionnelles et de l'ensemble de la filière, comme je vous l'expliquais. Et puis notre site, où vous retrouvez les liens vers les uns et les autres, cndb.org. Le prochain rendez-vous, c'est le 23 juillet, avec Jean-Marc Pauget, autour du bois et du logement collectif sur un retour d'expérience, qui verra le jour pour cette année 2020 et qui fait suite à un premier retour d'expérience qui avait été édité en 2013, si je ne dis pas de bêtises, toujours sur ce même sujet, le logement collectif très important, en partenariat avec l'Intec,
donc l'Union nationale des économistes de la construction, sur cet ouvrage, et avec leur présence également. Donc n'hésitez pas à noter cette date dans votre agenda, et puis on vous fera suivre très prochainement un emailing avec un lien pour pouvoir vous inscrire plus facilement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon webinaire. On est à votre disposition. Amandine vous l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions en direct ou à nous contacter. Hein. On est très ouvert. Donc, si vous avez des recommandations, des questions, des idées, voilà, on est tout oui. On vous écoute, on est là. À bientôt. Merci. Voilà, donc on va laisser la parole du coup à Jean-Marc. Alors Jean-Marc, pour le moment, on ne t'entend pas. Avec le micro, ça sera un peu plus pratique. Ça devrait aller voilà. mieux, je pense. Parfait. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va vous accueillir pour un petit moment pour vous présenter cet outil qu'on appelle le simulateur bois et biosourcé. Alors, on a prévu 5 petites séquences. Je vous présenterai d'abord dans quel contexte a été réalisé cet outil, quels sont ses objectifs et sa finalité. On aura une intervention ensuite de Marine sur le simulateur LARE 2020 en ce qui concerne le carbone biogénique. On passera ensuite à l'utilisation effective du simulateur à travers des simulations que l'on fera en direct. Puis ensuite, Marine reprendra la main pour vous expliquer quelles sont les hypothèses de calcul et les choix techniques qui ont été retenus à l'intérieur de cet outil. Et puis enfin, on prendra vos questions en fin de séquence. Voilà. C'est moi qui ai la main? Tu as la main. Bon, d'accord. C'est bon, je t'ai passé la slide. Alors, je vais vous redonner un petit peu le contexte du simulateur. Il s'inscrit dans ce que l'on appelle les plans bois. Les plans bois, ce sont des programmes d'action qui durent sur 3 ans et qui ont pour vocation de développer la filière bois. Il y a eu un premier plan bois qu'on appelait le plan bois 1 il y a quelques années, qui a duré 3 ans, qui a servi essentiellement pour les entreprises. Puis un plan bois 2, dans lequel il y avait d'ailleurs un axe sur la réhabilitation. Et puis en 2017, le 28 septembre, a été signé le programme du plan bois 3, avec un axe qui est tourné vers l'accompagnement des besoins de la maîtrise d'ouvrage. C'est dans cet axe-là qu'a été créé cet outil. Alors au niveau de cet outil pour la maîtrise d'ouvrage, l'idée était de se dire qu'il y a énormément de matière qui a été réalisée, que ce soit dans la filière ou tout ce qui est connexe à la filière, et c'est de mettre à disposition toute cette matière à disposition de la maîtrise d'ouvrage. Pour cela, on a monté un comité de pilotage dans lequel on avait France Bois Forêt, nous avions le Codifab, nous avions la DHUP, et c'était associé bien sûr à un groupe de maîtrise d'ouvrage. Le travail qui a été réalisé pendant 3 ans pour aboutir à l'outil et le site dont je vais vous parler était piloté par la FFB, et les 2 opérateurs étaient le FCBA et le CNDB. Voilà. Alors, toute cette matière a donc été regroupée à l'intérieur d'un site que l'on appelle Ambition Bois. Vous avez observé ici. À l'intérieur de ce site, vous avez 2 possibilités d'entrée, l'une sur objectif réhabilitation. Il s'agit d'un site qui a déjà été fait dans le plan bois 2, qui vous présente une quarantaine de réalisations en réhabilitation avec le bois, avec différentes solutions constructives, qui sont toutes explicitées de manière extrêmement précise, et vous disposez ainsi de beaucoup d'informations sur les réhabilitations. Moi, Jean-Marc, le site du coup est le site ambition-bois.fr. Bien, très juste. Et puis donc, sur le côté gauche, vous avez Objectif Construction, qui est donc un nouveau réceptacle de toute cette information que l'on met à disposition de la maîtrise d'ouvrage et des AMO. Je vais passer donc. Voilà, alors, on a donc travaillé sur un site qui parle un petit peu à la maîtrise d'ouvrage, et pour cela, on s'est calqué sur l'avancement d'un projet d'un maître d'ouvrage. Ils nous ont tous dit, pour nous, il y a 4 grandes phases, dont on en a retenu 3. La première, c'est l'ambition du projet. Quelle est l'ambition que je vais lui donner? Donc là, on est vraiment très, très en amont du projet. Quelle ambition sur le plan du développement durable, sur le plan du respect de la RSE, sur le plan de la qualité du chantier, enfin tout ce que l'on peut trouver. Et tous ces éléments d'ambition sont résumés dans cet onglet ici, vous pourrez les dérouler. Une fois qu'on est passé un petit peu plus loin que l'ambition, on va passer à la conception du projet.
Dans la partie conception, on va trouver tout l'aspect réglementaire de la construction bois. On va trouver les systèmes constructifs qui existent. On va trouver quelles solutions permettent de répondre aux exigences thermiques, acoustiques, sismiques, etc. Donc beaucoup d'informations. Et puis enfin, le troisième volet, c'est ce qu'on appelle la réalisation. On passe à l'opérationnel. On pourra trouver comment identifier un architecte, comment identifier une entreprise ou un BET pour réaliser mon opération bois. Donc toute cette matière est à disposition, vous pourrez aller la voir sur le site. Et au-delà de cette matière, nous avons mis à disposition 3 outils qui ont été créés pour le site. Le premier, il s'agit du bilan promoteur. L'idée, c'est de réintégrer le prix de la construction dans un cadre plus large qui est le bilan promoteur, puisque l'on s'aperçoit sur certains arguments du bois, tels que la rapidité, l'aspect commercial positif, peuvent finalement peut-être intégrer de manière positive dans un bilan. Vous pourrez le retrouver dans cet outil. Une fiche de décomposition des coûts de construction qui donne une structuration de la décomposition des prix par élément d'ouvrage. Et puis enfin, notre outil, le simulateur bois et biosourcé que vous pourrez télécharger. Je continue. Alors, je vais m'arrêter sur quelque chose qui est important. Mais le mot arrêté correspond bien, puisque c'est l'arrêté du 19 décembre 2012 qui est relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label biosourcé. Je fais un petit retour en arrière dans le temps. Je vais revenir en 1996. Il y a eu ce que l'on appelait la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dans lequel il y avait un article qui était l'article 21.5 qui définissait l'importance du bois pour le solde neutre qu'il présentait au niveau du CO2. Ça a été le premier moment où on a vraiment acté l'intérêt du bois. Il a été suivi en 2001 de ce que l'on a appelé un accord-cadre, qui a été signé par les organisations professionnelles et par différents ministres, dans lequel chacun s'engageait à utiliser le bois dans les constructions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a créé des classes, première classe, deuxième classe, troisième classe de bâtiments, qui utilisaient plus ou moins de bois. Ça a permis déjà de classer les choses, de les organiser. Et très intéressant, on a créé une forme de grille qui permet de donner des ratios de cubage de bois par élément d'ouvrage. Ces grilles, qui comprenaient 25 postes à peu près, permettent au niveau de l'avancement PC d'un projet déjà de faire une première évaluation de la quantité de bois qui pouvait être à l'intérieur. C'était déjà une très belle avancée. En 2012, tout ce travail a été repris à travers l'arrêté du 19 décembre 2012. Il a été repris avec quelques changements pour s'adapter à l'actualité. Premier changement, au lieu de parler en mètres cubes, on va parler de kilogrammes, on va parler de masse. Deuxième changement, on ne parle plus que du bois, mais on parle désormais de biosourcé de manière beaucoup plus large. Et puis enfin, troisième élément, on va se mettre à jour au niveau des composants bâtiments et ont été ajoutés tous les isolants qui n'étaient pas intégrés dans le document précédent, et puis vont être ajoutées toutes les techniques de CLT qui également n'étaient pas présentes. Donc voilà, et on arrive donc à cet outil de 2012. Alors je pense que pas mal d'entre vous qui nous écoutent le connaissent, je vous en rappelle quand même les grandes lignes. Dans l'arrêté de 2012 du label biosourcé, vous avez des valeurs qui vous sont données, un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau, qui est un taux, qui s'exprime en kilogrammes par mètre carré de surface de plancher. Vous avez un taux pour la maison individuelle, un taux pour l'industrie, stockage, service, transport, et puis en gros pour les autres bâtiments. Et en particulier, ce qui nous intéresse pour nous aujourd'hui, c'est le logement collectif et le tertiaire. C'est taux 18, 24, 36. Cet outil s'appuie donc sur cette fameuse grille qui a été réactualisée en 2012 et qui se présente de la manière suivante, dans laquelle pour un produit, par exemple une charpente traditionnelle ici, vous avez une description de l'ouvrage, vous avez une définition de l'unité qui va être adoptée pour le mesurer et lui est associée une masse en kilogrammes par mètre carré. Par exemple, vous prenez ici pour des pans d'ossature bois, on vous définit que c'est une ossature bois porteuse, incluant semelle, traverse, écharpe, lisse, voile travaillant. On l'exprime en surface nette après déduction des baies, soit 15 kg par mètre carré. Donc cette grille permet, une fois qu'on a fait des métrés, eh bien, de pouvoir évaluer quelle est la quantité de biosourcé qu'on va embarquer dans le bâtiment. Pour ceux qui veulent retrouver ces éléments, alors je vous invite à aller sur le site du CNDB. Vous pouvez aller dans la boîte à outils
Vous allez dans la section argumentaire et vous trouverez le texte réglementaire de l'arrêté, plus la grille que vous pourrez télécharger qui est ici. Alors, on vient de voir que grâce à l'arrêté du 19 décembre, en rentrant les données du projet, les surfaces de plancher, les surfaces des murs, des linéaires de poutraison, les nombres de portes, escaliers, etc., on va pouvoir remplir cette fameuse grille pour en faire une évaluation. Mais dans le comité de pilotage où l'on était, dans le cadre du plan bois 3, de nombreux maîtres d'ouvrage qui n'ont pas toujours l'habitude de faire du bois se posaient la question de se dire, oui, mais très en amont de mon programme, dans l'ambition de mon programme, si je souhaite aller vers une valeur X, 30 ou 40 kg de masse de biosourcée, quel sens cela a vis-à-vis de mon bâtiment? Vais-je avoir un bâtiment entièrement en bois de partout ou finalement avec quelques planchers vais-je y arriver? C'était très difficile à exprimer. D'où l'idée de pouvoir créer un petit utilitaire qui, avec des données basiques que l'on a quand on est au niveau du programme d'un ouvrage, c'est-à-dire la surface habitable prévisionnelle, le nombre de logements, un nombre de niveaux, une ambition énergétique et puis en gros une compacité. Avec ces simples éléments, on devrait pouvoir arriver à proposer des différentes configurations qui sont possibles avec un résultat. Ces différentes configurations, on peut les exprimer à travers des croquis, hein, c'est plus facile pour comprendre, pour imager. Vous avez bien sûr un bâtiment qui serait tout béton, ici, le gris correspondant à la partie maçonnée. On peut simplement enlever plutôt les voiles béton extérieurs pour les remplacer par des FOB, des façades d'ossature bois, c'est une première séquence. Ou alors, on revient à une structure complètement béton pour les premiers niveaux, puis rajouter 2 niveaux complètement en bois, cette fois-ci, dans ce système ossature bois. On peut combiner les deux dispositifs ici. On peut également aller plus loin en gardant le rez-de-chaussée en béton et tout le reste passe en ossature bois au-dessus, par exemple, ou carrément tout faire en bois. Il y a de multiples combinaisons qui existent et l'intérêt va être de pouvoir cibler l'une ou l'autre. À partir de ces combinaisons, il va falloir ensuite les croiser avec une technique constructive. À certains endroits, on va être en partie maçonnée. À d'autres endroits, on va avoir de la construction ossature bois. On peut avoir du poteau-poutre bois ou on aura du CLT. Chacune de ces techniques embarquant plus ou moins de biosourcés et de carbone biogénique. Voilà pour cette première introduction et je vais céder la parole à Marine. Oui, alors moi je vais vous parler du carbone biogénique. Donc déjà, qu'est-ce que le carbone biogénique? Donc c'est le carbone qui, lors de la photosynthèse et de la pousse d'un végétal, va être stocké en fait à partir du CO2 qui est présent dans l'air, il va être stocké dans le végétal. Donc le carbone biogénique, en fait, il est présent dans tous les éléments qui vont être dossés et dans le bois également. Donc avec ce simulateur, ce qu'on est capable, c'est de faire, en fait, comme Jean-Marc l'a dit, une estimation en fait du volume et de la quantité de bois qui va être qui est possible dans le projet. On peut aussi avoir une approximation minimale du carbone biogénique qui pourrait être stocké par le bâtiment qui serait construit. Donc pour ça, on a défini un ratio de carbone biogénique pour chaque élément constitutif de la grille grâce à des FDES, pour la plupart collectives. Donc les FDES, c'est les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui servent de base à la réalisation des études d'analyse de cycle de vie qui seront obligatoires dans la future réglementation environnementale 2020. Et grâce à ces FDES collectifs, pour la plupart et réalisés par le FCBA, on avait des informations sur un ratio de carbone biogénique qui est présent dans chaque élément. Alors bien sûr, chaque utilisateur peut aussi utiliser son propre ratio de carbone biogénique s'il veut. Donc ça permet en fait à la fois au simulateur d'avoir une approche sur le label bâtiment biosourcé, mais aussi sur la future réglementation. Parce qu'on sait que en fait, dans la future réglementation, il y aura un indicateur dont on ne connaît pas encore s'il y aura un seuil dessus ou quel niveau d'exigence il y aura, mais il y aura en tout cas un indicateur sur la quantité de carbone biogénique stocké par le bâtiment. Ce qui est déjà le cas, par exemple, dans le label bâtiment bas carbone, BBCA, où une estimation du carbone biogénique stocké par le bâtiment est valorisée dans ce label. Donc le simulateur sert à ça.
Et du coup, je vois les questions qui passent au fur et à mesure, mais les F2S collectifs, ce ne sont pas les FDES par défaut, donc elles ne sont pas majorées. C'est des F2S qui correspondent en fait à des produits génériques en bois, pour la plupart. Jean-Marc, je pense que tu peux reprendre la parole. Je reprends. Bien. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment va-t-on utiliser le simulateur? Alors, je rappelle, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, en fait, le simulateur est un outil qui a été réalisé, c'est une coproduction de Viscab, qui est représentée par Marine ici, et de Tectonic Architects. Comment va-t-on l'utiliser? Il va donc falloir aller sur le site Ambition Bois, aller dans la partie 9, et vous allez cliquer sur Découvrir les outils, ce qui va vous amener au menu suivant. Non, ça n'a pas l'air de vouloir... Voilà. Vous avez une proposition des 3 outils qui vous sont disponibles, et en particulier le simulateur bois et biosourcé. Si vous cliquez sur cet élément, vous allez donc télécharger à la fois la fiche Excel, mais également une petite notice de 3 pages qui vous explique la bonne utilisation de ce simulateur. Alors avant d'ouvrir la fiche Excel, on va se mettre un petit peu dans la peau d'un maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, il a déjà une parcelle. Alors, je ne vois pas la parcelle parce qu'il y a toutes les têtes dessus, mais on va faire comme si. Il a donc une parcelle ici, dans laquelle il a une possibilité d'implanter le bâtiment le long de la voie. Cette parcelle, elle fait 350 mètres carrés, même si on n'a pas la surface, ce n'est pas très grave d'ailleurs. Il envisage une chape prévisionnelle de 940 mètres carrés. Il voit qu'on peut faire a priori en R+5, 19 logements et éventuellement une décomposition par type d'appartement, mais ce n'est pas important, on peut s'en passer. Alors pour lancer la simulation, pour ne pas se perdre dans les simulations, on va dire que le maître d'ouvrage se dit, bah, tiens, mon idée, c'est a priori de faire un ouvrage qui sera en ossature bois, construction ossature bois, mais en gardant néanmoins le rez-de-chaussée en partie maçonné pour des raisons diverses. On va donc travailler sur cette hypothèse avec le simulateur. Donc on va lancer la feuille Excel. J'ai la main? Oui. Ah ben c'est super. Dans la feuille Excel, j'ai donc une première section. Dans cette première section, je vais déjà mettre le nom du projet. On a dit logement. Décidément. Bon. La date s'est inscrite dessous. Dans cette première section, vous avez des éléments d'avertissement pour tout de suite pouvoir se servir correctement de l'outil. De rappel, cet outil permet de comprendre l'impact de certains choix sur l'atteinte du label bâtiment biosourcé. Cet outil ne permet pas d'évaluer la faisabilité réelle d'un projet. Il est bon de le rappeler quand même. Au niveau des hypothèses, Marine vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Dans le mode d'emploi, vous avez... Ah, zoomer un peu plus. Alors, je vais faire ça. Attends, Jean-Marc, je vais m'en occuper. Ce qu'on peut aussi préciser aux participants, c'est qu'en mettant la fenêtre en plein écran, vous allez avoir une vision qui est quand même beaucoup plus précise que dans une fenêtre plus restreinte. Donc, n'hésitez pas à faire passer la fenêtre Zoom en plein écran. C'est bon, Jean-Marc. Bien. Alors, donc dans le mode d'emploi, vous avez des cases de différentes couleurs. La première couleur, c'est une couleur qui est orange. Vous allez y trouver des menus déroulants. Ils ne doivent jamais être laissés vides, sinon ça fausserait le fonctionnement de la feuille. Les cases jaunes, ensuite, doivent être obligatoirement renseignées par l'utilisateur. Et si vous voulez conserver vos simulations, pensez bien à les imprimer en PDF, on le reverra tout à l'heure. Les cases vertes, ce sont des menus déroulants qui peuvent être laissés vides, puisque par défaut, on considère qu'il n'y a pas de biosourcé. Voilà pour la première section. La deuxième section concerne les données d'entrée. Je vais donc rentrer les données de mon bâtiment. Je les avais notées, là.
ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais d'abord préciser quelle est la typologie. On est sur du logement. Je rentre la valeur logement. Je vais pouvoir rentrer la surface de ma parcelle, 350 mètres carrés. Je vais pouvoir rentrer ma chab prévisionnelle, 940 mètres carrés. Le nombre de niveaux, compris rez-de-chaussée et attique. On est bien d'accord, c'est donc l'ensemble des niveaux. On était parti sur un R+5, ça veut donc dire que nous avons 6 niveaux. On peut amener une précision au niveau de l'attique. Alors l'attique, on a mis ces deux petits croquis pour que les gens comprennent bien. Vous avez la notion d'attique ici et de double attique. Ce sont des configurations qu'on retrouve assez fréquemment du fait des règles d'urbanisme et puis de qualité architecturale. Donc, on ne mettra pas d'attique. En revanche, on va mettre une double attique. Oui. Et comme il faut que je renseigne, je mets non ici. Je vais pouvoir donner une indication sur l'objectif énergétique. Selon le label E+, c'est moins, c'est-à-dire qu'on va trouver un qualificatif E1, E2, E3 ou E4. Là, je vais mettre E3. Vous avez une petite ligne ici qui vous donne des indicateurs. Le E2, on est plutôt sur du RT-10, E3, RT-20, et sur E4, on serait sur du BPAS. J'introduis ensuite le nombre de logements, 19 logements. Et puis, je peux amener une répartition des logements suivant les types T1 à T5. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je mets par exemple 10 ici. 20, 20, 40. Et on va mettre 10. Ça donne le nombre de logements. Nous avons donc fini de rentrer les informations du programme. On va donc maintenant passer au choix technique. Jean-Marc, tu as oublié de remplir la compacité. Juste... Ah Marine, heureusement que tu es là. La compacité, très important. Dans la compacité, on a deux possibilités, c'est assez simple, compact ou peu compact. Dans le cas que je vous ai montré, on est vraiment sur un immeuble très traditionnel, avec 4 faces, on est sur quelque chose qui est compact. Donc je glisse sur la feuille et puis j'arrive à la deuxième section. Dans la deuxième section, on va commencer à renseigner maintenant les choix techniques. La première ligne qui est en rouge, c'est un cas un peu particulier puisqu'elle est spécifique au tertiaire, au bureau. Donc nous, on n'aura pas à le renseigner. Parce qu'en fait, dans les bureaux, on peut avoir des ouvertures qui se rapprochent un peu de celles du logement, qui sont des ouvertures ponctuelles. On a très fréquemment des menuiseries en bandeaux, voire des murs rideaux. Donc on est sur une configuration qui diffère un petit peu du logement. Nous allons nous intéresser à la structure verticale dans un premier temps. Rez-de-chaussée. On a dit qu'on avait une caisse en béton au niveau du rez-de-chaussée, dont je n'aurai pas de bois. Je vais mettre sans bois. Au niveau des étages courants, là, je vais passer en ossature bois. Alors, on me propose soit sans bois, soit un système de refend et pignon béton et façade bois. Alors, cette configuration elle est assez fréquente quand on a des problèmes sismiques, puisqu'il faut obtenir une bonne rigidité du bâtiment. Et on peut être obligé de garder des pignons béton, des planchers béton, et on peut faire des façades bois. Si c'est possible, on peut toutefois également faire en poteau-poutre béton sur les pignons, et donc s'éviter les voiles béton, et là on a un peu plus de fog, puisqu'on en aura sur les 4 faces du bâtiment. On a la possibilité de construire en poteau-poutre bois et façade bois ou construction ossature bois, ou alors construire en lamellé croisé CLT. Donc pour les structures verticales des niveaux courants, on va être en construction ossature bois. Pour la double attique, on va voir un plancher intermédiaire, on va dire que c'est un lamellé croisé. On a généralement un noyau de distribution. Ce noyau, par défaut, il est très souvent en bois, mais on a la possibilité de le faire en CLT. On va le laisser en béton pour l'instant. Pour un maître d'ouvrage qui n'aurait pas trop l'habitude, qui pourrait être perdu à travers les termes qu'on a cités, constructifs, vous avez ici un lien qui vous permet d'avoir de l'information. Si je clique, il me renvoie sur le site Ambition Bois, sur le chapitre Conception. Et dans ce chapitre,
vous pourrez retrouver tous les éléments réglementaires qu'on a évoqués tout à l'heure. Les usages du bois en structure, ossature bois, poteau-poutre, poteau de bois massif, charpente, etc. Et toute une série d'informations qui vont permettre de l'éclairer dans les choix qui sont proposés à l'intérieur de la feuille Excel. Tu peux revenir sur la feuille? Et on va passer à la structure horizontale. Rez-de-chaussée, je vous rappelle qu'on avait dit qu'on avait une caisse en béton. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser. Structure horizontale du plancher haut. Je prends le petit schéma qui est ici. Quand je parle du plancher du rez-de-chaussée, c'est le plancher qui est en haut. Donc rez-de-chaussée, on a dit que c'était une caisse béton, c'est donc une partie en béton, sans bois. Les niveaux courants, on retrouve différentes propositions, des planchers en solivage, du collaborant bois et béton ou des planchers en CLT. On va rester de manière assez classique sur un plancher, ah pardon, c'est pas ce que je voulais mettre, en solivage. Alors vous voyez que sur la droite, des fois, on commence à voir monter une colonne bleue qui correspond au matériau biosourcé. On a parlé de double attique, donc on va mettre une valeur ici. On va rester en solivage. Au niveau de la toiture, on va considérer qu'on a une toiture terrasse bois. Nous allons passer à l'intérieur. Alors, c'est des valeurs là qui sont moins conséquentes dans le global du calcul. On va considérer qu'on n'a pas de bois dans les revêtements, dans les pièces non humides. Si je ne remplissais pas la case, de toute façon, elle serait à 0. Pour les portes des communs, bon, généralement, on est en porte-bois, c'est le cas le plus générique. Et puis, revêtement intérieur, on a une possibilité de dire qu'on n'a pas de bois, ce qui est le cas le plus souvent, mais on peut avoir un petit peu d'habillage bois, pourquoi pas. Au niveau des circulations extérieures, on peut imaginer mettre un peu de bois au niveau des halls. Là, on n'en mettra pas pour l'instant. Les balcons. On a retenu deux cas les plus génériques. Une structure de balcon qui est en béton ou en métal, mais sur lequel on est venu rapporter un platelage bois, c'est très fréquent. Ou alors, l'ensemble de la structure est en bois, structure autoportante bois plus platelage bois. On va choisir la première. On a la possibilité d'adopter des coursives d'accès pour les logements. Ça se fait beaucoup jusqu'en R+2. C'est vrai qu'on retrouve très souvent cette configuration. Avec les mêmes propositions, soit une structure en béton ou métal plus un platelage, ou alors une structure de balcon qui est entièrement en bois avec un platelage rapporté. Il n'y en a pas dans la forme de notre bâtiment. On arrive aux menuiseries. Elles sont en bois ou elles ne sont pas en bois. Là, on va prendre des menuiseries bois. On ne va rien mettre pour les occultations. Au niveau des isolants, peut-être monter un petit peu la feuille. J'ai la possibilité de proposer des panneaux souples à base de fibres végétales autres que le bois. Alors, il y a du chanvre, le lin, le coton, la ouate de cellulose. Des panneaux souples à base de fibres de bois. Des panneaux rigides à base de fibres végétales, chanvre, lin, coton, ouate également. La densité est plus forte. Des panneaux rigides à base de fibres de bois. Et puis pour finir, des petites bottes de paille ou paille en vrac ou les grosses bottes de paille. Pour l'instant, on va rester sans biosourcé. De la même manière, je peux choisir mon isolant dans la toiture. On va rester sans biosourcé. Et puis enfin, j'ai deux indicateurs très génériques pour la façade. Pour 50% de la vêture, il y a les questions qui me... Voilà, ça va mieux. Donc pour 50% de la vêture, je peux choisir avec du bois ou sans bois. Je vais mettre du bardage bois pour 50% de la vêture, puis pour le reste, on n'en mettra pas. Donc, ça donne un ordre d'idée. Donc suite aux informations que j'ai rentrées, j'ai maintenant un tableau de bord que je peux regarder. Dans ce tableau de bord, j'ai les masses de matériaux biosourcés par surface de plancher qui sont exprimées avec les trois seuils de la réglementation, du label, pardon. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et puis, on a la valeur projet qui s'affiche ici, donc on est à 56 à peu près, quelque chose comme ça.
L'ensemble des informations sont résumées en dessous. Alors c'est pareil, j'ai les petites photos qui me cachent les résultats. Tu peux décaler un petit peu tes photos si tu veux, Jean-Marc. Ah mais attends, ben voilà, j'ai trouvé l'astuce. Ça y est. D'abord, il me dit, est-ce que le label biosourcé est atteint? Effectivement, on atteint le niveau 1, mais malgré la forte quantité de biosourcés embarqués, on en reste à 1, puisque pour l'instant, on a une seule famille de composants biosourcés. Le ratio s'établit à 52. Le nombre de produits de construction biosourcés mis en œuvre est de 11. La valeur approximative de bois dans le bâtiment est de 90 m3 et l'approximation au minimum de carbone biogénique s'établit à 79. Donc voilà ce que nous donne ce petit tableau de bord. Alors, je retiens, on en parlera après. Si je voulais atteindre mon niveau 2, une des solutions serait tout simplement de changer mon isolant. Ah, je vais bouger ici. J'ai un isolant des murs sans biosourcé. J'ai plus accès à... Je vais choisir un matériau qui soit autre que fibre de bois, de manière à avoir un deuxième matériau possible. Je le mets en place. Donc, je vois qu'il y a des petits bugs au niveau informatique, parce que quelqu'un m'a dit qu'il y a deux éléments violets, il n'y en a qu'un. C'est un petit bug informatique quand il apparaît à 2, si je n'avais jamais vu ça. Et puis également ici, la colonne devrait être droite. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît. À l'affichage. L'affichage. Ah, il y a une remarque là. Alors, il y a plusieurs questions. Oui, mais je finis, on a presque fini. Je vais finir. Donc cette fois-ci, on a remonté en mettant l'isolant, on a donc remonté un petit peu le niveau du biosourcé. Et, je vais redéplacer ça, on a 2 familles, ce qui veut dire que cette fois-ci, on a pu atteindre le niveau 3. Ben voilà pour la simulation que je voulais vous faire sur la feuille Excel. Alors, je vais passer la diapo d'après. Donc, comment utiliser le simulateur? Donc, moi, ce que je vous conseille à l'usage, vous avez la possibilité d'imprimer en PDF la fiche. Elle tient pile poil sur un A4, ça a été prévu pour. Et je vous conseille de l'associer à un petit croquis à main levée sur les itérations que vous avez choisies, parce que sinon, on finit par plus s'y retrouver quand on en fait trop. Cet outil vous est disponible. Ça ne marche pas. Alors, si tu as encore le contrôle. J'arrive. Hop. Hop, c'est bon. Voilà, on passe à la suivante. Alors, je vous livre quelques informations que vous allez trouver dans la notice d'utilisation qui est téléchargeable avec la feuille Excel. On vous a proposé différentes configurations pour trouver les croquis de tout à l'heure. Configuration tout béton. Ce que va nous donner notre tableau de bord, c'est un niveau de label, bien évidemment, de 0. Un ratio de biosourcé qui est très faible. Un volume de bois de l'ordre de 18 m3 et puis carbone biogénique 0,7. Dans la deuxième configuration, je vais mettre des façades bois. Alors, vous verrez que pour chacune des itérations qui sont là, en orange, vous avez ce qui change par rapport à celle d'avant. Donc ici, on est passé en façade ossature bois alors qu'on était entièrement en béton avant, ce qu'on retrouve sur le graphique. On a un ratio de biosourcé qui monte à 25, un volume de bois à 43 et du biogénique à 19. Je peux également imaginer que j'éture mes façades bois, mais je vais augmenter un petit peu avec un duplex que je vais faire en haut, c'est ce qu'on fait assez fréquemment, ce qui va me faire monter mon niveau de biosourcé, le volume de bois à 65 et le carbone biogénique à 28. Je n'arrive pas très bien à comprendre comment je passe à l'image d'après. Alors, je vais le faire si tu veux. Hop, tu as la petite flèche en bas à gauche. J'avance. Ah bon, ok. Dans la configuration numéro 4, on a une structure verticale horizontale en béton et uniquement un ensemble de duplex qui sont faits en ossature bois. Donc vous voyez, on faisait un ensemble traditionnel plus un ensemble de bois. Là, on ne mélange pas les deux, ça donne un indicateur. 26, 45, 24. Dans la configuration 5, on commence à se rapprocher de celle que l'on a visée tout à l'heure. Une structure béton pour le rez-de-chaussée, 5 niveaux en ossature bois.
Donc là, on est monté de manière significative. De 26, on passe à 60. Le volume de bois passe à 100 mètres cubes. Et puis de 24, on passe à 62. On peut aller plus loin également dans le rez-de-chaussée, également tout en bois. Donc cette fois-ci, 6 niveaux en ossature bois. On peut également passer le noyau en CLT, donc il était en béton ici, donc ça aussi, ça fait très vite bondir dès qu'on met du CLT. Et puis on rajoute des isolants souples à base de fibres végétales, ce qui nous amène cette fois-ci à 89, 145 et cette fois-ci en biogénique à 93. Et puis enfin, dernière configuration, c'est sensiblement la même que la 6, mais tout cette fois-ci est en CLT. Et le CLT consomme énormément de bois par rapport à l'ossature, bien évidemment. Ah, moi, je n'arrive pas à voir les résultats du fait de mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Oh, oui, normalement, on voit un 3, 185, 11, 2, 310 et 248. Bon. Je ne vois pas. Mais enfin, ça fait des valeurs très élevées. Voilà. Donc, ces petites itérations sont présentes dans la petite notice qui est jointe et vous permettent de comprendre un petit peu le bon fonctionnement de l'outil. La suivante. Alors, c'est la dernière diapo. Attention au bon usage de ce genre d'outils et aux limites d'utilisation. Dans tous les éléments qu'on a relevés, si on voulait avoir des vraies valeurs, il faudrait évidemment que le bâtiment soit quasiment réalisé pour avoir les masses effectives, les quantités de matériaux précises. On approcherait de la réalité. Quand on est au niveau du label biosourcé, on est déjà sur des systèmes d'estimation. Je vous rappelle que l'outil est basé sur la grille du label biosourcé. Ce label a été fait en 2012, et en 2012, on avait des structures qui étaient plutôt moins épaisses que les structures d'aujourd'hui, qui ramènent plus d'isolant. Donc, elle est plutôt sous-dimensionnée. Et puis enfin, cette grille a été bâtie plutôt sur les valeurs minimales, puisque le but, c'est de savoir si on peut atteindre un niveau. Donc, on essaye plutôt sur les valeurs minimales pour ne pas induire en erreur. Ça, c'est pour le label biosourcé. Et donc, notre outil, le simulateur, s'appuie sur ces valeurs. Donc, il en reprend les mêmes logiques. Donc, ici, on est sur des valeurs réelles. Généralement, quand on passe sur le label biosourcé, quand on fait les estimations, elles sont inférieures aux valeurs réelles. Et là, également, on sera encore inférieur aux valeurs réelles. Dernier point, mais ça, je crois que Marine en parlera également. Puisqu'on est sur des génériques, il a fallu faire des choix. Pour faire un mur séparatif de logement, on peut faire un simple mur ossature bois et 2 contreparements ou un double mur. Idem dans le CLT. Suivant la solution que l'on prend, on va quasiment doubler les valeurs. Donc vous comprenez que on a un éventail de résultats qui peut être assez large. Donc de manière générale, on est plutôt basé sur la solution la plus basse. Voilà. Et je vais donc, voilà pour cette présentation. Et je vais laisser la parole à Marine maintenant pour entrer un petit peu plus pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement au niveau du calcul de l'outil. Alors, excuse-moi Jean-Marc, comme il y avait des questions qui sont très liées à ta présentation, je ne sais pas si tu peux répondre à quelques questions. Oui. Alors, hop, on va les reprendre dans l'ordre. Alors, est-il possible de mixer poteau-poutre et CLT par exemple? Ça dépend ce qu'on appelle mixer. Il faut penser que, alors je reviens sur l'outil, c'est un outil d'aide à la décision très en amont. Donc on se base sur des choses qui sont génériques. On est soit en CLT pour la verticale ou l'horizontale, ou alors on est en ossature bois. Mais commencer à mélanger les techniques devient extrêmement complexe quand on est trop en amont. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas retenues. Donc pour répondre à la question, j'essaye de comprendre, vous pouvoir se dire que je vais prendre un CLT, que je vais mixer avec un autre composant de structure, ce n'est pas possible. Une autre question, est-ce que ce travail sur le simulateur a été croisé avec les nouveaux outils de calcul des ratios bois du FCBA et pas Bordeaux, par exemple? Alors, je ne sais pas si il est fait allusion aux mêmes éléments. J'ai des éléments qui m'ont été communiqués, mais tout dernièrement, qu'on n'a pas encore pu croiser. Je ne sais pas si ce sont ceux auxquels il est fait allusion dans la question. Qui est la personne qui pose la question? C'est Philippe. Hop. Est-ce que je vais voir le nom? Monsieur Philippe Bontemps. Monsieur Philippe Bontemps. N'hésitez pas d'ailleurs à peut-être nous envoyer directement vos questions par mail, cndb@cndb.org.
Ça sera peut-être plus simple si vous avez besoin de compléter vos questions. On va en prendre encore une ou deux. Alors, on demande… Juste un mot. Vas-y. On a fait beaucoup de simulations, bien évidemment, hein, pour vérifier la validité de l'outil. Il ne faut pas rêver, on n'arrive pas à 0% de résultats au final, pas du tout. On arrive à 10, des fois maximum 20% d'écart, ça peut arriver. En fait, la question, c'est de savoir si on reste proche du générique. Vous avez vu qu'on est parti sur un générique assez simple, des murs verticaux, éventuellement un retrait en partie haute. On peut faire une simulation, mais si après on a un bâtiment qui s'écarte de ce générique, avec des parties creusées à l'intérieur ou autre chose, évidemment, on n'aura plus du tout le bon résultat. Donc globalement, on arrive à des résultats qui ne sont pas trop éloignés, sauf pour des cas particuliers où le bâtiment était assez éloigné du générique. Une question assez récurrente sur le type de bâti. En fait, tu nous as présenté une simulation sur du logement collectif. On a vu qu'il y avait une rubrique également tertiaire, bureau, qui était proposée. En dehors de ces deux typologies, est-ce qu'il y a d'autres typologies qui sont disponibles ou en prévision, peut-être de développement sur les prochains temps? Non, pour l'instant, on est resté uniquement sur ces deux typologies parce qu'elles sont assez proches en termes de générique. On peut assimiler les choses. Bon, c'est encore faisable à ce niveau d'approche. Pour les autres bâtiments, c'est une approche qui est radicalement différente. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible et on ne l'a pas envisagé pour l'instant pour d'autres types de bâtiments. Ok. Sinon, on peut essayer de poursuivre la présentation. Il y a encore une dernière petite partie présentée par Marine. Et si on ne déborde pas trop, on va essayer de voir pour essayer de finaliser les réponses aux questions. Alors, Marine, je te donne la main. Oui, alors du coup, moi, je vais vous parler des hypothèses de calcul et plutôt des choix techniques. Donc, je pense que, en fait, comme l'a rappelé Jean-Marc, hein, on est sur un outil qui a vocation à l'aide à la décision et à être utilisé en amont. Donc, du coup, on rentre très, très peu d'informations. Donc là, sur le slide, en fait, vous pouvez voir en jaune, c'est les éléments que l'utilisateur rentre et connaît, entre guillemets, sur son projet. Et nous, ça nous permet de calculer plein de variables différentes. Donc, bien sûr, on n'est pas sur quelque chose d'absolument précis et on n'est pas capable de s'engager sur les valeurs. C'est vraiment pour donner, en fait, différentes idées et puis pouvoir comparer, en fait, différentes simulations. En fait. C'est vraiment dans cette optique-là qui peut être utilisé le simulateur. Donc, il faut savoir que tous les calculs intermédiaires, en fait, là, Jean-Marc vous a présenté l'onglet de saisie, mais il y a un onglet feuille de calcul où vous pouvez rentrer en fait dedans et voir en fait tous les calculs intermédiaires qui sont réalisés par le simulateur. Donc, ça peut aussi vous donner des idées pour si vous voulez avoir des informations plus précises. Donc concrètement, avec ce qu'on rentre, en fait, nous, avec l'ATIC, par exemple, on va être capable, en fait, avec le niveau d'ATIC, de savoir quelle est la surface des derniers étages. Avec le nombre de niveaux et la chave, on est capable de déterminer l'ASDP, puis l'emprise au sol et la surface de toiture. Pareil, avec l'ASDP et la compacité, on peut faire en fait, on est capable d'avoir des informations sur la surface de façade et la surface de refend et de cloison. L'objectif énergétique, lui, nous permet de calibrer une épaisseur d'isolant et les nombres de logements et leur répartition nous permettent de calculer des surfaces de balcon, des surfaces de claustras, des surfaces de coursives et des nombres de portes intérieures. Donc, toutes ces règles, elles ont été établies et elles sont lisibles dans les règles qui sont associées au simulateur. Sur les surfaces de menuiserie notamment, en fait, en logement, on a un ratio qui est toujours le même, qui est 18% de la surface de chab, qui correspond à un ratio plus ou moins réglementaire, alors qu'en bureau, c'est en remplissant le bandeau que Jean-Marc vous a présenté entre minimal, bandeau et mur rideau, qui donnera un pourcentage de façades différents, de menuiserie de façades différentes. Donc après, comme je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tous les ratios qui sont utilisés. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont,
ils sont transparents dans l'outil, donc vous pouvez les adapter si besoin, si vous voulez aller plus loin dans vos études. Après, comme l'a dit Jean-Marc aussi également, en fait, tous les choix techniques sur lesquels on va agir, en fait, vont directement avoir un impact sur une quantité de bois qui est présente dans la grille du tableau de l'arrêté du 19 décembre 2012. Donc, du coup, ça aussi, ça reste une simplification. Donc, par exemple, quand on va agir sur la structure verticale, sur les rez-de-chaussée, les niveaux courants ou les attiques, on va remplir soit une case dans le pan d'ossature bois porteur, soit une case dans l'ossature poteau-poutre ou le mur en bois massif contre-collé. La structure horizontale, là, ça va être plutôt, en fait, est-ce qu'on va mettre un plancher bois porteur ou un plancher porteur en bois massif? La toiture, elle va agir à la fois sur le plancher, si on est en toiture plutôt terrasse, ou sur la charpente traditionnelle ou industrielle, et éventuellement la couverture, si c'est pertinent. Pour les aménagements intérieurs, là, du coup, ça va plus jouer sur les plinthes, les parquets, autres parquets, portes intérieures, huisseries ou lambris. Sur les circulations extérieures, on va jouer sur l'aménagement extérieur en bois, les lames de claustrat et le plancher bois porteur éventuellement. Pour les menuiseries extérieures, sur les fenêtres, porte-fenêtres et occultations. Et sur l'isolation, donc sur soit des isolations à base de fibres végétales ou petites bottes de paille ou grosses bottes de paille. Donc ça, c'est vraiment les éléments de la grille du label. Et puis finalement, sur le bardage, en fait, il va jouer sur si on est en barrelage en lame de bois ou en panneau dérivé du bois, et si on a de la couverture à support continu. À noter, très important, que ce n'est pas parce que vous réalisez aucun choix, en fait, qu'il n'y aura pas de biosourcé de pris en compte. On a systématiquement compté, par exemple, en logement, un forfait pour les plaintes et un forfait d'aménagement extérieur. Et après, il y a aussi des éléments qu'on n'a pas pris en compte parce que peut-être trop spécifique aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil. En fait, quand vous allez dans l'onglet feuille de calcul, il y a toute une partie des éléments qui sont grisés. Et ces éléments grisés, en fait, ont été exclus du calcul parce que non pertinents dans un outil d'aide à la décision. Donc, on parle de l'escalier bois, du béton de chambre, de la paille compressée, des mains courantes, des garde-corps en bois, des supports d'isolation intérieure, des sous-faces de débord, de l'ossature bois non porteuse et de tout ce qui relève de l'équipement. Donc ça, c'est des éléments qui pourraient être affinés au fur et à mesure que le projet est détaillé et évolue dans sa conception. Il faut aussi savoir que dans la feuille de calcul, dans la deuxième feuille de calcul, vous pouvez aussi jouer sur des ratios personnalisés et rentrer vos propres quantités de bois si vous voulez, en fait, si un élément du calcul vous apparaît faux ou différent d'un projet que vous avez pu évaluer à un stade plus avancé, vous pouvez en fait rentrer vos propres informations pour être sûr pour que ce soit pris en compte dans le calcul si vous le souhaitez. J'ai été assez rapide normalement pour essayer d'avoir le temps de prendre quelques questions. Donc, voilà, donc je pense qu'on a encore quelques petites minutes pour répondre. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout. Comme je vous disais en introduction, on va essayer de compiler toutes les questions qui n'ont pas été résolues pour en fait en faire un mail et puis vous transmettre toutes nos réponses d'ici quelques jours. Donc en tout cas, on a encore 5 petites minutes. Si Jean-Marc et Marine, vous avez repéré des questions auxquelles vous avez le temps de répondre, n'hésitez pas. Marine, le béton de chanvre revient dans pas mal des dernières questions là, qui ont été publiées, le fait que ce n'est pas pris en compte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, oui, alors on ne l'a pas pris en compte parce que trop compliqué à prendre en compte dans un élément d'aide à la décision qui sert à la fois à faire du logement collectif qui s'étale du R+1 au R+8. Donc, du coup, si on veut faire une simulation spécifique avec du béton de chambre, comme je le disais, c'est possible en allant dans l'onglet feuille de calcul et en ajoutant une quantité directement dans cet élément.
Ok. Une autre question, alors pour l'un ou pour l'autre, pour respecter le niveau 2 ou 3 du label biosourcé, il faut mettre en œuvre 2 familles de matériaux biosourcés. Y a-t-il un certain équilibre à respecter en termes de quantité mise en œuvre pour chacune des 2 familles? Alors on nous donne en exemple type 50-50% ou 30-70%. Ah non, non, aucune exigence. En fait, il faut juste qu'il y ait 2 familles. Enfin, ça peut être, on peut avoir 0,5 kg par mètre carré versus 1000. C'est pas grave. Il faut qu'il y ait 2 familles, c'est tout. Merci. Si vous pouviez expliquer plus clairement, en cas de bureau, l'influence de la case menuiserie. Alors, en cas de bureau, en fait, la case menuiserie va jouer sur le ratio de façade et qu'est-ce qui va être de l'ordre d'une façade vitrée ou pas. Donc, c'est-à-dire que si on choisit minimal, en fait, on a 30% de la surface de la façade qui est vitrée. Si c'est bandeau, c'est 40% de la surface de façade qui est vitrée. Et si on est en mur rideau, en fait, on a 100% de la surface de façade qui est vitrée. Et donc, plus c'est vitré, moins il y a de bois ou de biosourcé qui est pris en compte dans le calcul. Ok, alors on va regarder dans les autres questions si on avait d'autres questions. On a des nouvelles dans les dernières. Oui. Une question sur l'incidence du calcul sur l'objectif énergétique, c'est effectivement par rapport à l'épaisseur des parois. Marine pourra peut-être le préciser d'ailleurs. Oui, c'est lié à l'épaisseur, directement à l'épaisseur d'isolant en fait. Enfin, pour chaque objectif énergétique E1 à E4, on a calibré une épaisseur d'isolant correspondante, donc 15 cm, 20 cm et E3, E4, 22 cm. Ça reste une approximation parce que tous les isolants n'ont pas forcément la même performance thermique, mais ça permet d'avoir une première approximation. Alors, vous nous avez montré le choix de nouvelles familles avec les isolants. Est-il possible de faire de même avec les revêtements de sol, type lino ou enduit, béton de chanvre ou autre? D'avoir plusieurs choix différents. Sur les revêtements de sol, non, il n'y a qu'un seul choix qui est possible, qui reste juste entre sans bois et après parquet bois massif ou parquet contre-collé. L'idée, là c'est pareil, c'est d'avoir une estimation en phase très amont et de ne pas rentrer dans un détail, sachant qu'on a déjà enlevé les pièces humides du calcul. Combien existe-t-il de familles de produits biosourcés et quelles sont-elles? Je ne sais pas si on a cette réponse. Alors, je remarque, je ne sais pas si tu réponds celle-là ou une. Je n'ai pas la réponse comme ça. On vous l'apportera par mail. On va garder de toute façon toutes les questions où on n'a soit pas les réponses, soit pas pu répondre parce que le temps étant compté, on vous répondra directement par mail. Alors, une autre question sur le béton de chanvre. Ça, on a pas mal répondu. Oui, c'est pour Marine. Quelle différence entre petites bottes de paille et grosses bottes de paille? Alors ça, c'est vraiment un élément de la grille en fait, du label en fait. Donc les petites bottes de paille ou paillettes en vrac tressé, en fait, ça correspond, c'est pour de l'isolation ou du complément d'isolation de sol, de cloison ou de toiture. Et du coup, les autres correspondent plus c'est juste une question de taille, mais en fait, c'est juste une manière de voir ça dans le label. Et du coup, le ratio de biosourcés est beaucoup plus important dans la partie grosse botte de paille, forcément, que dans la partie petite botte de paille. Mais ça reste un élément théorique. Pouvez-vous expliciter la notion de carbone biogénique? 1 mètre cube de bois égale. Alors, généralement, en fait, là, dans ce qu'on a utilisé, on n'a pas 1 mètre cube de bois égale une quantité de carbone biogénique parce que ça dépend des essences de bois, ça dépend de comment ils ont poussé, de à quelle période de leur vie ils ont été coupés. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est basé sur les données qui étaient présentes dans les FDES parce que du coup, ces données sont beaucoup plus détaillées que une approche où on dirait 1 mètre cube égale, des fois on entend 1 mètre cube égale 1 tonne, mais c'est une simplification en fait d'avoir cette approche-là. Donc, tout est pareil, tout est visible dans la partie calcul. En fait, vous pouvez voir le ratio qui a été considéré en fait à chaque fois.
Pour bénéficier de l'inertie thermique des dalles béton, peut-on remplacer le plancher solivage bois et utiliser un autre matériau biosourcé pour compenser et atteindre le niveau 2 ou 3? Bon, ça, c'est pas forcément une question avec laquelle vous répondrez avec le simulateur, en fait, hein. C'est déjà une question assez avancée qu'on va se poser plus pendant la conception du bâtiment. Donc, oui, effectivement, il y a des projets où ça existe. Est-ce que, enfin, c'est une question à laquelle il faut répondre au cas par cas en fonction des projets parce que la pertinence, des fois, est intéressante et des fois, elle n'est pas forcément. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. Je vois qu'il y a une question qui se répète. Je répète ma question. Le coût de construction est-il associé à l'outil? Non, le coût de construction n'est pas associé à l'outil, puisqu'en fait, l'outil prend en compte les ouvrages qui sont réalisés en bois ou avec du biosourcé, mais dans le bâtiment, on peut avoir des parties en béton, comme on l'a vu sur les croquis. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour un coût de construction. Ok, une autre question. Qu'en est-il de l'évolution du label biosourcé et du passage de la donnée en kilomètres carrés surface de plancher à un indicateur carbone biogénique? Sur l'évolution du label, ce qui passe à un indicateur, ça, je sais. Moi, j'ai aucune information là-dessus. Est-ce que tu as des infos, Jean-Marc, à apporter? J'ai pas mieux pour l'instant. Ok. Avez-vous un système d'alerte si le type de bâtiment est soumis à une réglementation incendie ou acoustique non compatible avec nos choix constructifs? Alors, je réponds non. Et c'est pour ça que j'ai insisté au début de la fiche. Il est bien écrit que c'est un outil qui sert uniquement à faire une aide à la décision sur le biosourcé, mais qui ne prend absolument pas en compte les autres aspects. Est-ce que vous tenez à jour la fluctuation des données par rapport à la base IGNIS? Alors, du coup, on a essayé de prendre des données qui, justement, en fait, et avaient vocation à rester le plus longtemps possible. Donc, on a fait attention à leur date de validité et au fait qu'elles soient le plus souvent collectives et en fait mises à jour, contrairement à des données individuelles qui peuvent disparaître si un fabricant les retire. On va répondre encore peut-être à 2 questions. Et puis pour toutes les questions qui malheureusement n'ont pas trouvé réponse à l'instant, on vous répondra donc soit par mail, soit n'hésitez pas, hein, une fois de plus, à nous contacter à l'adresse cndb@cndb.org. Rapidement, quelles sont les différences entre le simulateur pour la construction neuve et la réhabilitation? Jean-Marc, peut-être? On est dans un domaine qui est quand même assez différent. On n'a pas réfléchi de toute façon pour la réhabilitation, mais je pense que ce serait assez difficile d'envisager cet outil pour la réhabilitation, comme ça en première approche. Oui, je plus sois le fait que ça soit, à mon avis, très compliqué à réfléchir pour la réhabilitation. Il faudrait avoir des scénarios de réhabilitation préétablis et comme ils dépendent à chaque fois de chaque bâtiment, ça paraît très compliqué à faire. Et puis peut-être deux dernières questions. Concernant les menuiseries, le type de celle-ci est-il pris en compte? Le type de pose, l'intégration de celle-ci en usine avec des procédés innovants? Là, on est sur un niveau de détail qui est pas compatible avec un outil d'aide à la décision. Donc, du coup, les menuiseries, on est juste sur est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est pas du bois, c'est tout. Et puis une dernière question, peut-on considérer que les déchets de chantier n'influencent pas ces calculs? Oui, complètement. On a pris en compte aucun taux de chute ou taux de pause dans nos ratios. Voilà, bah écoutez. Je finis juste sur Oui. la dernière question. Avez-vous testé le simulateur avec un projet réel? On a fait une quinzaine de simulations précises sur des projets. On va conclure. Ouais. Amandine? Oui, alors donc du coup, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a peut-être encore quelques petites questions qui sont encore en suspens. Donc, on revient vers vous très prochainement avec des éléments de réponse par mail. Comme le disait Sarah tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser directement par mail parce que forcément, l'outil
de Zoom va être fermé dans quelques minutes. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, donc pas de panique, on a enregistré ce webinaire. On va d'ici quelques jours mettre à disposition ce replay si vous avez besoin. On va également, si vous le souhaitez, vous envoyer la présentation et puis le lien pour bien accéder au simulateur. En tout cas, on vous remercie pour votre participation et toutes vos questions. Et on vous dit à très bientôt, en tout cas peut-être le 23 juillet pour le prochain webinaire sur le logement collectif. Merci beaucoup à tous. Au revoir, merci. Au revoir à tous.